Été 1998, campagne de Limoges. Au cours du chaud été de 1998, au cœur de la paisible campagne de Limoges, le calme matinal a été percé par un cri soudain. Le doux gloussement des poules résonnait doucement sur les toits de chaume, emportant avec lui la sérénité de la vie rurale. Pourtant, cette paix a été brusquement rompue par le gémissement indubitable d'un nouveau-né, venant d'une modeste maison en bois à la lisière du village. À l'intérieur de la modeste demeure, Madame Lucie, une jeune femme d'une vingtaine d'années, gisait épuisée sur un lit grinçant. Son front était luisant de sueur, son visage pâle à cause du travail. Elle eut du mal à se redresser, sa voix rauque mais empreinte d'urgence. « Où est mon enfant ? Laisse-moi le voir, murmura-t-elle, les yeux écarquillés de peur et d'anticipation. La sage-femme, silencieuse un moment, s'avança finalement et plaça doucement le bébé dans les bras de Lucie. Les mains tremblantes, elle retira le tissu enroulé autour du bébé. Au moment où ses yeux rencontrèrent son visage, son souffle se bloqua dans sa gorge. Il était là, son fils. Un petit garçon, ses petits yeux clignotants d'innocence. Mais son visage portait la marque indubitable du malheur, une fente labiale lui coupait la bouche, une bosse visible déformait un côté de sa tête et une tache de naissance sombre s'étendait de sa joue jusqu'à son cou. Ce fut un spectacle qui brisa le cœur de Lucie. Mille inquiétudes envahirent son esprit, des murmures méchants de la part des voisins, des regards critiques, des paroles cruelles qui n'avaient pas encore été prononcées. Et puis la porte s'est ouverte en grinçant. Monsieur Charles, son mari, entra, les pas lourds d'impatience. Mais au moment où son regard tomba sur l'enfant, son expression changea. La couleur disparut de son visage. « Lucie, mon enfant » balbutia-t-il, la voix tremblante. Qu'est-ce que lui est-il arrivé? Lucie pouvait à peine parler. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle essayait de former des mots. Charles n'a pas attendu de réponse. Il se laissa tomber sur une chaise voisine, enfouissant son visage dans ses mains. L'enfant qu'ils attendaient depuis si longtemps, leur premier-né, était venu au monde avec une apparence à laquelle personne ne s'attendait. La sage-femme baissa les yeux, d'une voix calme et incertaine. « Pauvre petite âme, mais tu dois te préparer. Le village ne sera pas gentil. » Ces mots transpercèrent Charles comme une lame. 2 jours plus tard, la nouvelle s'était répandue dans toute la communauté. Les murmures se sont transformés en rumeurs. Certains sont même allés jusqu'à qualifier le bébé de malédiction. La mère de Charles, une femme sévère aux croyances traditionnelles, n'a pas caché sa désapprobation. Ce garçon n'a pas raison. Nous n'avons jamais eu quelqu'un comme ça dans la famille. C'est peut-être du karma. Vous ne devriez pas le garder. Lucie était stupéfaite. Mère, c'est notre bébé. Mais les yeux de Charles avaient déjà changé. Il regarda sa femme jusqu'au berceau où reposait leur fils. Lucie, je ne peux pas, murmura-t-il. Ce soir-là, leur petite maison était remplie d'un lourd silence. La lampe à huile vacillante projetait des ombres vacillantes sur leurs visages, tous deux remplis de chagrin et de conflit. Je ne veux pas de ça, dit doucement Charles, mais pense à son avenir. Si nous le gardons, quel genre de vie aura-t-il? Les gens le insulteront. Personne ne jouera avec lui. Il sera toujours un paria. Je peux supporter ça, mais est-ce possible? Lucie tremblait, son âme déchirée en deux. Elle savait qu'il avait raison, mais son cœur refusait de l'accepter. Tu as raison, mais... Charles lui attrapa la main et la serra fermement. Nous pouvons le laisser dans un endroit sûr. Quelque part, il pourrait avoir une chance ou peut-être même une meilleure que celle que nous pouvons lui donner. Les larmes coulaient sur le visage de Lucie. Cette nuit-là, alors que le village dormait dans le silence de l'obscurité, Charles enveloppa leur fils dans une vieille serviette. Lucie serra sa poitrine comme si elle essayait de retenir la douleur menaçant d'exploser de l'intérieur. Les 2 hommes sortirent de chez eux en silence, se dirigeant vers un petit temple situé à la périphérie du village. Le vent était froid. Des chiens aboyaient au loin. Lucie a placé le bébé sur les marches du temple en lui serrant la main. Elle se pencha une dernière fois sur lui, ses larmes tombant sur son visage endormi. L'enfant dormait paisiblement, inconscient du chagrin qui se déroulait autour de lui. « Mon fils » sanglota Lucie. Charles l'éloigna doucement. « Viens, Lucie. » Elle hésita. Puis, avec un dernier regard, elle se tourna et marcha à ses côtés dans l'obscurité. La nuit engloutit leur silhouette, laissant derrière elle la forme fragile de l'enfant, lové dans le vent. Dans ce moment calme et fatidique,
ils ont, sans le savoir, laissé derrière eux le cadeau le plus précieux de leur vie. Alors que le premier coq chantait, annonçant un nouveau jour, l'abbé de Notre-Dame-des-Dombes, un moine âgé au visage doux, ouvrit la porte du temple pour commencer ses prières matinales. Son regard balaya la cour et s'arrêta. Là, emmitouflé dans une serviette, gisait un nouveau-né. Le moine se précipita en avant, soulevant doucement l'enfant. Sa respiration était superficielle. Le cœur du moine se serra à cette vue. Qui pourrait laisser une si petite âme comme ça, murmura-t-il. Il a porté l'enfant à l'intérieur, a allumé un feu pour le réchauffer et a soigneusement inspecté son corps. Lorsqu'il vit la fente labiale et la colonne vertébrale tordue, il soupira profondément, les yeux débordant de compassion. L'histoire de l'enfant abandonné s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains villageois ont exprimé leur pitié, mais la plupart ont simplement secoué la tête. Peut-être que les parents n'y arrivaient pas, murmura quelqu'un. Pauvre enfant. Ça doit être le destin. Ou une punition d'en haut, a déclaré un autre. Même si le bébé était trop jeune pour entendre ou comprendre, un jour il grandirait et ces mots résonneraient dans son âme. Le moine a donné au bébé un nom simple, Louis. Il l'a choisi avec l'espoir que cet enfant grandisse fort et courageux, capable de défier le sort qui lui a été cruel depuis le début. Louis a grandi dans les murs du temple, élevé par le moine et quelques bénévoles au bon cœur. Même s'il ne manquait jamais de nourriture ni de chaleur, il lui manquait toujours quelque chose. Les jours de fête, lorsque les enfants du village venaient au temple avec leurs parents, Louis se tenait à distance et regardait tranquillement. Il se demandait souvent, qui étaient mes parents? M'avaient-ils déjà retenu? Pensait-il encore à moi? Les questions hantaient son jeune cœur. À l'âge de 5 ans, Louis a commencé à remarquer ces différences. Il regarda son reflet dans le miroir de la cour du temple. Même après les traitements de guérison, sa fente labiale a laissé une cicatrice et son dos est resté voûté. La tache de naissance sur son visage, bien qu'indolore, le marquait aux yeux des autres. Les enfants chuchotaient en le voyant. Son visage est étrange, est-ce un démon? Ne joue pas avec lui. Il n'a pas de chance. Au début, Louis ne comprenait pas. Mais avec le temps, la vérité s'est imposée. Chaque fois qu'il essayait de participer à un jeu, les enfants se dispersaient. Les gens sur le marché le regardaient ou se détournaient lorsqu'il marchait avec les moines. Un jour, une vieille femme du village a chuchoté aux moines, ignorant que Louis se tenait à proximité. Vous l'avez élevé assez longtemps. Pourquoi ne pas l'envoyer dans un orphelinat en ville? Ce serait mieux pour tout le monde. Le jeune cœur de Louis comprenait plus qu'elle ne le pensait. Il savait qu'il n'était pas désiré. Un fardeau. Une erreur. Alors, il s'est replié sur lui-même. Il se livrait à des tâches tranquilles et jouait seul dans l'ombre du temple. Jusqu'au jour où, il rencontre Damien et Manon. Deux enfants d'un quartier voisin, souvent amenés au temple par leurs parents, Damien était audacieux et Manon souriait toujours chaleureusement. Contrairement aux autres, ils n'avaient pas peur de Louis. Un après-midi, les enfants du village jouaient au cricket dans la cour. Louis regardait de loin. Damien le repéra et lui fit signe. « Viens. Viens jouer avec nous. » Louis cligna des yeux, stupéfait. Personne ne l'avait jamais invité auparavant. Mais un autre enfant ricana. « Tu es fou? C'est un monstre. Jouer avec lui porte malheur. » Damien fronça les sourcils et rétorqua, « Il ne t'a rien fait. Il est comme nous. Pourquoi ne devrait-il pas jouer? Les autres enfants ont fait le hamu et je suis parti. » Damien rit, tirant Louis en arrière. Manon lui plaça doucement un grillon dans la main et dit, « Et choisis celui que tu veux. » Louis regarda le grillon dans sa main, puis Damien et Manon. Son cœur se réchauffa étrangement. C'était la première fois de sa vie que Louis se sentait accepté. Damien et Manon deviennent les seuls amis de Louis. Mais même cette amitié ne pouvait combler le vide dans son cœur. Pendant les grandes fêtes, les familles se rendaient souvent au temple pour faire des offrandes. Louis voyait ses amis gazouiller avec leurs parents, mais il ne pouvait que les regarder de loin. Un jour, Manon lui a demandé, « Où sont tes parents ?» Louis secoua la tête. « Je ne sais pas. Ils m'ont laissé au temple. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent et Damien devint soudain sérieux. « Alors si tu n'as pas de parents, dit Damien, Manon et moi serons ta famille. » Louis sourit. Mais au fond de lui, il espérait toujours qu'un jour, ses parents biologiques reviendraient le retrouver. Mais ce qu'il ne savait pas,
c'est que certaines blessures du passé ne guérissent jamais et que certaines personnes se détournent et ne reviennent jamais. Alors que Louis avait 9 ans, un événement inattendu bouleverse sa vie. Ce jour-là, la pagode de l'abbaye Notre-Dame des Dombes organisait une distribution de nourriture pour les pauvres. Le moine et les bouddhistes étaient occupés à distribuer du riz, du pain et du lait à la population locale. Louis aidait, courant d'avant en arrière, portant des petits sacs de riz pour les personnes âgées et les faibles. Parmi ceux qui sont venus recevoir des cadeaux ce jour-là se trouvait un couple d'âge moyen. L'homme était mince, avec une peau bronzée et des cheveux striés d'argent. La femme à côté de lui avait des yeux gentils. Même si ses vêtements étaient simples, elle rayonnait de chaleur. Il s'agissait de l'oncle Noël et de la tante Laurence, un couple qui vendait du riz au marché du quartier. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient toujours prêts à aider les autres. Après avoir reçu leur riz, tante Laurence remarqua Louis. Elle fut légèrement surprise de voir la petite silhouette du garçon, son dos légèrement cambré et la tache de naissance sur son visage. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux, tristes, mais brillants d'une intelligence extraordinaire. L'oncle Noël la remarquait aussi. Il se tourna vers le moine et lui demanda gentiment, « Maître, qui s'occupe de ce garçon? Est-il du temple ?» Le moine soupira, la tristesse dans les yeux. Ses parents l'ont abandonné au temple à sa naissance. Quel dommage. L'oncle Noël, qui avait grandi sans connaître ses propres parents, a compris. Rares étaient ceux qui osaient adopter des enfants comme eux. Tante Laurence plaça instinctivement sa main sur sa poitrine tandis qu'une vague de chagrin l'envahissait. Est-ce qu'il vit ici depuis qu'il est bébé, professeur? Oui. C'est un enfant bon et intelligent, mais le sort n'a pas été tendre avec lui. Dehors, on se moque de lui. À l'intérieur, il n'a pas de famille. L'oncle Noël et la tante Laurence se regardèrent. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils rêvaient depuis longtemps d'avoir un enfant à aimer. Leur mariage ne le permettait pas. Soudain, une pensée surgit dans l'esprit de tante Laurence. Elle regarda Louis, puis se tourna vers son mari. Monsieur Noël hocha légèrement la tête, comprenant ce qu'elle pensait. Ils ont pris une décision qui allait changer la vie de Louis pour toujours. Le lendemain, l'oncle Noël et la tante Laurence reviennent au temple, portant une grosse miche de pain et une boîte de lait. Louis balayait la cour. Quand il les vit, il leva les yeux avec curiosité. Tante Laurence sourit et lui tendit le pain. « As-tu faim? Mangez quelque chose de chaud. » Louis cligna des yeux, incertain. Personne n'était jamais venu lui offrir une telle nourriture auparavant. Mais le regard chaleureux de tante Laurence rendait impossible tout refus. Il prit le pain et murmura « Oui, merci ». L'oncle Noël s'assit à côté de sa femme et frotta doucement la tête du garçon. « Petit, voudrais-tu une maison ?» Louis le regarda. Tante Laurence sourit tendrement. « Nous ne sommes pas riches, juste un couple qui vend du pain au marché. Mais si tu veux, nous pouvons être tes parents. » Les yeux de Louis s'illuminèrent. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Une famille? Serait-ce vrai? Il regarda le moine, le regard plein de confusion et d'espoir. Le moine hocha lentement la tête. Ainsi, après 9 ans de solitude, Louis avait enfin un foyer. Pour la première fois de sa vie, Louis entra dans une maison qui n'était pas un temple. La petite maison de l'oncle Noël et de la tante Laurence était nichée dans une ruelle calme, toujours propre et douillette. Le parfum chaleureux du pain s'échappait du four chaque matin. Le cri « du pain chaud et croustillant ici » répercutait dans le quartier. Au début, Louis était timide. Il n'avait pas l'habitude d'être entouré de gens ni d'être aimé. Mais tante Laurence a été patiente. Elle lui a appris à aider à la boulangerie, à lui redresser les mains tout en apprenant à écrire et à se coiffer soigneusement chaque matin. L'oncle Noël, calme et attentionné, rapportait à Louis après chaque passage au marché de petits cadeaux, tantôt une goyave, tantôt un cahier. Une nuit, alors que Louis avait du mal à préparer sa literie, tante Laurence entra et plaça une couverture chaude sur son lit. Elle sourit. « À partir de maintenant, tu peux bien dormir. Tu n'as plus besoin de te blottir. » Louis regarda la couverture, puis elle. Il se mordit la lèvre, puis la serra soudain fort dans ses bras. « Maman. » Tante Laurence se figea, puis l'entoura de ses bras. Des larmes coulaient sur ses joues en silence. Louis avait enfin une famille. Pourtant, même avec amour, le passé ne peut être oublié. Un jour, alors qu'il aidait sa mère à vendre du pain, Louis entendit 2 voisins chuchoter.
Cet enfant n'est-il pas adopté? Pourquoi accueillerait-il quelqu'un dans une telle condition? Ouais, il a l'air gentil, mais son visage est effrayant. Qui voudrait un jour épouser quelqu'un comme ça? Louis resta immobile, agrippant la miche de pain. Tante Laurence l'a entendu aussi. Elle se tourna et regarda droit dans les yeux des voisins. D'une voix calme mais sérieuse, elle dit « C'est mon enfant. Et il est plus gentil que beaucoup d'adultes qui prononcent des paroles cruelles. » Les voisins ont rougi et sont partis. Louis regarda sa mère, une sensation de chaleur s'épanouissant dans sa poitrine. Il n'avait plus peur. Quel que soit son passé, il avait désormais une famille et c'était tout. Mais la vie n'était toujours pas facile. Même avec un foyer aimant, Louis ne pouvait échapper aux préjugés de la société. Lors de son premier jour d'école, Louis était à la fois nerveux et excité. Il portait une chemise blanche impeccable et des sandales en caoutchouc neuves un peu trop grandes, mais toujours neuves soigneusement choisies par tante Laurence. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme il l'espérait. Les autres enfants le regardaient. Puis quelqu'un a ricané. Pourquoi a-t-il l'air si bizarre? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il ressemble à un monstre. Les chuchotements se répandirent. Louis se figea, agrippant la sangle de son cartable. Ce vieux sentiment de rejet est revenu, tout comme au temple. Damien et Manon s'avancèrent rapidement, se tenant de manière protectrice devant lui. « Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Louis est comme nous. » cria Damien. Mais les autres se contentèrent de rire. « Comme toi? Alors pourquoi n'es-tu pas défiguré comme lui? » Louis baissa la tête, le cœur serré. Il n'a pas pleuré, mais cela l'a profondément blessé. Ce soir-là, en rentrant à la maison, tante Laurence sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle l'écarta doucement. « Que s'est-il passé à l'école, Louis? » Il resta silencieux un moment, puis murmura « Maman, pourquoi je ne suis pas comme les autres ?» Tante Laurence s'arrêta, le serrant contre elle. « Tu ne leur ressembles peut-être pas, Louis, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'amour. » Mais il regarde. Il rit. « Alors tu leur montres autre chose. » Il leva les yeux, confus. « Montre-leur quoi? Que tu es plus fort que leurs paroles. Que tu n'es pas quelqu'un à plaindre, mais quelqu'un de spécial. » Louis resta longtemps silencieux. Cette nuit-là, à la douce lueur d'une lampe à huile, il se pencha sur son cahier et se mit à écrire, déterminé. « Oh mon Dieu, il veut aussi passer l'examen? Est-ce même autorisé? » Les rires se sont répandus dans la classe comme une vague cruelle. Certains étudiants se serraient le ventre, d'autres échangeaient des regards incrédules. Damien se releva brusquement, le visage tordu par la moquerie. « S'il est autorisé à passer le test. » Ricana-t-il, alors je le ferai aussi. Voyons qui est vraiment meilleur. L'enseignante tourna son regard vers le garçon silencieux au fond de la salle. Ses yeux, gentils et pleins d'empathie, rencontrèrent les siens. « Louis, dit-elle doucement, tu veux participer à l'examen. » Louis sentit le poids de tous les yeux de la pièce se presser sur lui. Il inspira longuement et tremblant, puis hocha la tête avec détermination. « Oui, mademoiselle. Je le fais. » Par un froid matin de janvier, Louis était assis, tremblant, dans la salle d'examen, sa chemise humide de sueur nerveuse. Devant lui se trouvait le papier test juste du papier et de l'encre pour les autres, mais pour lui, cela représentait quelque chose de bien plus puissant, une chance de prouver sa valeur, de faire taire les rires une fois pour toutes. Il ferma les yeux, inspira profondément et commença à écrire. Pendant les 3 heures suivantes, sa plume bougea régulièrement, alimentée par l'espoir, la concentration et la conviction silencieuse que ce moment pouvait tout changer. Lorsqu'il sortit finalement de la pièce, il se sentit plus léger que jamais et épuisé, mais étrangement libéré. Une semaine plus tard, les résultats étaient annoncés. Louis avait gagné le premier prix. La classe tomba dans un silence stupéfait. Les bouches étaient grandes ouvertes. Ceux qui se moquaient de lui se retrouvèrent soudain sans voix. Aucune excuse n'a été présentée, mais aucune n'était nécessaire, sa victoire était une réponse suffisante. Tenant le certificat de distinction dans des mains tremblantes, Louis courut chez lui, le cœur battant de joie. Alors qu'il franchissait la porte, tante Laurence se précipita vers lui, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda-t-elle en tendant la main vers lui. Louis s'arrêta, essoufflé, et leva le papier. « Maman, j'ai eu le premier prix. » Pendant un instant, elle resta figée.
Puis ses bras l'entourèrent étroitement, son corps tremblant de larmes. « Je le savais, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. J'ai toujours su que tu étais capable. » Louis enfouit son visage dans son étreinte, la chaleur se répandant à travers lui comme la lumière du soleil après une longue tempête. Pour la première fois, les paroles cruelles qui le hantaient autrefois perdirent leur pouvoir. Il savait désormais sans aucun doute qu'il pouvait tout réaliser, à condition qu'il ose essayer. Et ceci, réalisa-t-il, n'était que le début. À partir de ce moment, les choses ont commencé à changer. Les enseignants qu'il avait à peine remarqués auparavant lui prêtaient désormais une attention particulière. Un jour, l'école a accueilli un conférencier spécial, un médecin nommé Martin, un homme qui était sorti de la pauvreté pour devenir l'un des professionnels de la santé les plus respectés du pays. Louis a écouté attentivement le docteur Martin parler de son parcours, de ses difficultés et de la vocation qui l'a poussé à guérir les autres. Après la conversation, Louis rassembla son courage et s'approcha de lui. « Docteur Martin, demanda-t-il doucement, pensez-vous que quelqu'un comme moi pourrait aussi devenir médecin ?» Le docteur s'arrêta, examinant Louis avec des yeux curieux. « Voulez-vous aider les gens comme moi ?» il a demandé. Louis hocha la tête, les yeux brillants. « Plus que tout. » Le docteur Martin sourit et posa une main ferme sur l'épaule du garçon. « Alors essaie. Personne n'a le droit de te dire que tu ne peux pas. » À partir de ce jour, Louis avait un rêve, non, une mission, devenir médecin et apporter espoir et guérison à des enfants comme lui, qui se sentaient brisés ou abandonnés. Lorsqu'il partagea son rêve avec l'oncle Noël et la tante Laurence, leurs réactions ne furent en rien comparables à celles des autres. L'oncle Noël haussa un sourcil, puis sourit. « Vous avez vraiment réfléchi à cela ?» Louis croisa son regard et hocha la tête. « Je veux aider les enfants qui ressentent ce que j'ai ressenti. Je ne veux pas que quiconque se sente seul comme je l'ai fait autrefois. » Les yeux de tante Laurence se remplirent de larmes alors qu'elle lui tenait doucement la main. « Je crois en toi, » murmura-t-elle. « De tout mon cœur. » Mais tout le monde ne partageait pas sa foi. À l'école, son rêve est devenu une source de ridicule. « Sérieusement ? Il veut devenir médecin, » railla un garçon. « Qui laisserait quelqu'un comme que les toucher ? » « Ouais, » intervint un autre. « Il ressemble plus à un monstre qu'à un médecin. » Les mots étaient profonds, tranchants et cruels, mais cette fois, Louis ne s'est pas brisé. Il se souvint de la voix du docteur Martin, « Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. » Alors il garda la tête baissée et étudia. Tranquillement. Sans relâche. Pendant que d'autres riaient, il apprenait. Tandis que d'autres se moquaient, il devenait plus fort. S'ils doutaient de lui, il leur prouverait le contraire. S'ils le méprisaient, il réussirait. Il l'a désormais compris, les préjugés ne disparaissent pas par hasard. Il est vaincu par la persévérance, l'excellence et une détermination inébranlable. Les années ont passé. À 18 ans, Louis se trouve aux portes de sa dernière épreuve, l'examen d'entrée à l'université. Il avait enduré d'innombrables nuits tardives, tôt le matin et des moments de désespoir. Mais maintenant, c'était tout ou rien. Alors qu'il s'asseyait devant l'épreuve d'examen, il inspira profondément et stabilisa sa main. Pas de retour en arrière. Il a écrit avec conviction, chaque réponse témoignant d'années d'efforts. Lorsque la dernière cloche retentit, il quitta la pièce épuisé, mais à l'intérieur, un feu brûlait toujours. Vous avez fait de votre mieux. Maintenant, attends. Le jour de la publication des résultats, Louis regardait l'écran, les mains tremblantes. Il a inscrit son numéro d'immatriculation. 28,75 points. Il avait été accepté à Sorbonne Université. Pendant quelques secondes, il ne parvint pas à y croire. Puis les larmes lui montèrent aux yeux. « Maman, je l'ai fait », il a pleuré. Tante Laurence le prit dans ses bras. L'oncle Noël se tenait à côté d'eux, la voix pleine de fierté. « Je savais que tu le ferais. » Ils rirent et pleurèrent ensemble. Louis avait parcouru un long chemin depuis l'enfant abandonné qu'il était autrefois. Mais le chemin à parcourir exigera encore plus. La vie universitaire était un nouveau champ de bataille. Entouré d'étudiants issus de milieux élitistes, les racines rurales de Louis et son apparence inhabituelle en faisaient une cible de chuchotement. Qui a laissé lui ici? Pas question que ce type soit un vrai médecin. Je ne le laisserai même pas regarder envers moi, et encore moins me traiter. Mais Louis ne broncha plus. Il n'a pas demandé leur approbation. Il cherchait son but.
Il ne pouvait pas se permettre des cours particuliers. Au lieu de cela, il empruntait des manuels, prenait des notes méticuleuses et étudiait de l'aube au crépuscule. Il se rappelait encore et encore, vous n'avez pas besoin de leur respect. Il vous suffit de vous prouver que vous avez votre place. Dès sa 3e année, il commence à exercer dans un hôpital de Paris. Un jour, un patient âgé entra, jeta un coup d'œil à Louis et recula. « Est-ce que le docteur ?» aboya l'homme. « Pas question que je le laisse s'approcher de moi. » La pièce se figea. Le silence était pesant. Louis baissa les yeux, puis tendit silencieusement le dossier du patient à un autre interne. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, il s'effondre. « Tu pensais qu'être bon serait suffisant ?» pensa-t-il amèrement. « Mais peut-être que la société n'acceptera jamais quelqu'un comme toi. » Il a envisagé d'arrêter. Puis son téléphone sonna. « Louis ?» La voix du docteur Martin résonna. « Je ne t'ai pas vu à l'hôpital. Tout va bien ?» Louis hésita, puis s'épanche. Il y eut une pause. « Saviez-vous, » dit doucement le docteur Martin, « la même chose m'est arrivée. » Louis cligna des yeux. « Vraiment ? J'étais pauvre. Pas de relation. Mépris. Mais je ne les ai pas laissés me définir, j'ai laissé mes compétences parler pour moi. » Louis resta silencieux. « Ils peuvent douter de vous maintenant. Mais lorsque vous sauverez des vies, vous changerez d'avis. » Une nouvelle flamme s'alluma en lui. Il se souvient pourquoi il a choisi cette voie, non pas pour être accepté, mais pour faire une différence. Le lendemain, il est retourné à l'hôpital avec une confiance tranquille. Lorsque les patients hésitaient, il répondait avec professionnalisme et clarté. Petit à petit, ils ont commencé à lui faire confiance, non pas à cause de son apparence, mais à cause de ce qu'il savait et de l'importance qu'il accordait à lui. Ce fut le tournant. Louis a continué à avancer, guidé par sa passion et sa résilience. Encouragé par le docteur Martin, il est devenu un guérisseur calme, compétent et compatissant. Mais un chapitre de sa vie restait non écrit, celui de faire face à son passé. Un soir, après 12 heures de travail épuisant, son téléphone sonne. « Docteur Louis ? Nous avons une urgence. Grave accident de voiture. Victime dans un état critique. » Sans hésitation, Louis est passé à l'action. Sur la table d'opération gisait un homme ensanglanté et brisé. Nom, Monsieur Charles. Âge, 50 ans. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, seulement pour agir. Il enfila ses gants, stabilisa ses mains et murmura, « Commençons. » L'opération a duré 5 heures intenses. Chaque mouvement était délibéré, chaque choix précis. Quand ce fut fini, Louis sortit, épuisé mais calme. Dans la salle d'attente, une femme entra, les yeux rouges, le visage pâle. Louis leva les yeux. C'était Madame Lucie, sa mère biologique. Ils se sont figés. Tremblante, elle fit un pas en avant. Fondit en larmes. Elle serra son enfant plus près, pressant son visage dans les cheveux en bataille du garçon, comme si elle pouvait le protéger du monde cruel avec rien d'autre que son amour. Louis posa doucement une main rassurante sur son épaule. Il n'est pas trop tard. L'amour peut encore guérir la peur qui s'est brisée. Cette nuit-là, Louis sortit de la clinique sous un ciel calme, les étoiles à peine visibles derrière la brume de la ville. Il leva les yeux et sourit faiblement. Il s'était demandé un jour si son voyage était terminé. Maintenant, il le savait, cela ne faisait que commencer. Parce que chaque cicatrice qu'il a guérie n'était pas seulement celle de la chair, mais celle de l'esprit. Chaque enfant qu'il a aidé était le miroir de celui qu'il était et de celui qu'il avait choisi de devenir. Et quelque part, au plus profond de lui, Louis avait fait la paix. Non pas en oubliant le passé, mais en choisissant quoi en faire. L'enfant abandonné était devenu le guérisseur. Et son histoire continuerait, un sourire à la fois. L'enfant abandonné devenu le guérisseur du monde. Par un après-midi tranquille, dans un village isolé niché entre les collines, le docteur Louis s'occupait de ses tournées habituelles lorsqu'une petite main tira doucement sur son manteau. Une petite fille d'un accent grave peine 7 ans le regardait avec de grands yeux émerveillés. « Oncle Louis » dit-elle en désignant le loin. Louis se retourna. Devant lui se tenaient des dizaines d'enfants, riant, courant, le visage rayonnant de joie et de force. Ce n'étaient pas n'importe quels enfants. C'étaient les mêmes qui, il y a des années, étaient venus à lui avec des visages marqués de difformité et un cœur lourd de honte.
des enfants autrefois mis de côté par la société, rayonnant désormais de confiance et d'espoir, tout cela parce que quelqu'un avait cru en leur valeur. Un doux sourire se dessina sur le visage de Louis. À ce moment-là, il a réalisé quelque chose de profond, il était devenu tout ce qu'il aurait souhaité que quelqu'un soit pour lui. Il n'était plus l'enfant abandonné et brisé de son passé, il était devenu l'homme qui aidait les autres à reconquérir leur avenir. Il avait changé des vies, non pas grâce à la richesse ou à la renommée, mais grâce à la gentillesse. Et cela, il le savait, était le plus grand héritage de tous. Des années plus tard, un journaliste l'a recherché, désireux de documenter le parcours de l'homme qui avait apporté la guérison à tant de personnes. Docteur Louis, demande le journaliste, qu'est-ce qui vous a donné la force de surmonter tout ce que vous avez enduré? Louis fit un léger sourire entendu et répondit, parce que je crois que même ceux qui ont été abandonnés, s'ils en ont la chance, peuvent changer le monde. Ces mots faisaient écho à une vérité profondément gravée dans l'âme de Louis. Son histoire n'était pas seulement une histoire de douleur ou de survie, c'était un témoignage de volonté, de pardon et de transformation. Il s'agissait de transformer les cicatrices en symboles de force. Lors d'une journée qui marquait une autre étape importante, Louis a été invité à prendre la parole lors d'une prestigieuse conférence médicale consacrée à la chirurgie reconstructive et aux valeurs humaines qui donnent vie à la médecine. L'auditorium était rempli non seulement de médecins et d'étudiants, mais aussi de familles dont les enfants souffraient des mêmes afflictions que Louis avait autrefois aidé à guérir. Il est monté sur scène, calme et stable. Pas de notes, pas de discours élaborés, juste le poids de l'expérience vécue. J'étais un enfant abandonné, commença-t-il doucement. La pièce tomba dans le silence. Il a partagé son parcours, d'un garçon ridiculisé pour son apparence à un homme qui a trouvé un but en guérissant les autres. Il a parlé du jour où un patient a refusé de le laisser opérer à cause de son visage défiguré, et quelqu'un dans le public a doucement essuyé ses larmes. Il a parlé de retrouver ses parents biologiques, de leur pardonner, mais de choisir de ne pas revenir. Les têtes hochèrent la tête en signe de compréhension solennelle. Et quand il a parlé de Tho, le garçon autrefois timide dont il a sauvé la vie et qui est devenu plus tard médecin lui-même, la salle a éclaté sous des applaudissements sincères. La voix de Louis devint plus chaude. Je ne vous raconte pas cette histoire pour chercher de la pitié ou de l'admiration. Je la partage pour que nous nous souvenions, chaque être humain a de la valeur, aussi différent qu'il puisse paraître. Nous ne naissons pas parfaits. Mais nous pouvons choisir notre réponse à l'adversité. Et surtout, nous pouvons choisir la manière dont nous traitons les autres. Il fit une pause, puis livra sa dernière pensée. La compassion n'a pas besoin d'être grandiose. Parfois, c'est juste un choix simple, aimer au lieu de juger, tendre la main au lieu de se détourner. À sa démission, le public s'est levé sous un tonnerre d'applaudissements. Les larmes coulaient sur les visages. Louis n'avait pas seulement parlé, il avait remué les cœurs. Cette nuit-là, de retour dans le calme de son bureau, Louis ouvrit une lettre qui fit trembler ses mains. C'était de quelqu'un dont il n'avait pas entendu parler depuis des années, son père. Fils. Je me suis assis tranquillement à l'arrière du séminaire aujourd'hui. Je t'ai écouté parler et pour la première fois de ma vie, je t'ai vraiment vu. Je ne vous demande pas de revenir. Je veux seulement que tu saches que je suis fier de toi. Je t'ai déçu en tant que père, mais tu m'as appris les 3 vérités les plus puissantes, que les gens peuvent changer, que la douleur peut être transformée et que le courage est le pont vers le pardon. Continue ton voyage, mon fils. Bacane. Louis plia la lettre avec soin, les yeux brillants. Aucune excuse n'était nécessaire. Cette reconnaissance discrète, après toutes ces années, était suffisante. Le temps a passé. Un jour, Louis sortit de la salle d'opération après une autre opération réussie. L'attendait dans le couloir, un jeune homme en blouse blanche, le visage brillant de détermination. Théosa, salua Louis avec un sourire entendu, comment s'est passée ta première affaire majeure? Le garçon sourit, les yeux pétillants. Ça s'est très bien passé, professeur. Le patient s'est réveillé, m'a regardé et a souri. Louis hocha la tête, son cœur se gonflant de fierté tranquille. Il sut alors qu'il n'était plus seul dans sa mission. Une nouvelle génération émergeait, de jeunes médecins qui croyaient que la médecine pouvait guérir bien plus que les corps, cela pourrait restaurer la dignité et l'espoir. Son héritage n'a pas été écrit dans des manuels scolaires ni gravé dans des récompenses, il vivait dans les personnes qu'il a inspirées, dans toutes les mains qui lui tendaient désormais la compassion. Un après-midi, un étudiant en médecine curieux s'approche de lui. « Docteur Louis, je veux écrire sur votre vie, mais je ne sais pas quel titre lui donner. »
Avez-vous des suggestions? Louis fit une pause, pensif. Puis il sourit. Appelle l'enfant abandonné devenu le guérisseur du monde. L'étudiant l'a griffonné, puis a de nouveau levé les yeux. Pensez-vous que votre histoire est terminée? Louis se tourna vers la fenêtre, où le soleil du soir répandait de l'or dans le ciel. Non, dit-il doucement. Cette histoire n'a pas de fin, car l'amour et la gentillesse ne sont pas limités par le temps. Ils se propagent d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre. Tout comme un garçon autrefois oublié qui a trouvé sa valeur et l'a transformée en lumière, ouvrant la voie aux autres. Ainsi, le garçon qui était autrefois resté derrière a choisi de ne pas se laisser définir par ses cicatrices. Au lieu de cela, il se leva. Il a pardonné. Il a donné. Et grâce à cela, il a changé le monde.